Bonjour Fanny. Bonjour Mélodie. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être là, c'est mon premier podcast et je suis trop heureuse de le faire avec toi. Moi c'est vrai que j'aime bien recevoir des femmes, tu vois, qui avancent dans leur domaine, qui vont jusqu'au bout de leurs objectifs. Et toi justement, on va parler de ton parcours. Donc je te laisse te présenter un petit peu rapidement comme ça et après on enchaîne. Ok, moi du coup c'est Fanny, je suis community manager à mon compte principalement pour des artistes. Okay. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte, mais ça fait en réalité peut-être 8 ans que je suis dans le digital. Okay. Voilà, pour résumer en quelques phrases. Tu es dans le digital, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'au début, je créais du contenu pour moi. Donc, je faisais des vidéos un peu lifestyle, des vidéos un petit peu humoristiques sur YouTube, sur TikTok. Okay. Et après, à la base, je faisais des études dans les langues. Et à la fin de ma licence, je suis partie dans le digital parce que ça me plaisait beaucoup, de par le fait que je fasse des vidéos pour moi. Et je voulais, du coup, aider les autres personnes dans le digital à... être présent sur les réseaux sociaux, etc. Okay. Et voilà. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a 8 ans, tu as démarré un petit peu dans le digital et tout, comment est-ce que les gens y percevaient ça ? Alors, j'étais jeune, donc j'étais encore au lycée et j'osais le dire à personne. En fait, c'est avec mes amis proches qui étaient au courant, parce que c'était pas forcément le truc que tout le monde faisait. J'avais peur un peu des moqueries aussi, parce que les gens comprennent pas, c'est un petit peu l'affiche quand t'es au lycée, etc. Donc c'était... Ouais, j'en parlais pas trop, quoi. T'en parlais pas trop parce que... ouais, c'était... Je kiffais en tout cas faire du montage vidéo, trouver des idées, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à ce moment-là, plus tard dans les études. Donc tu étais partie dans les langues, c'est ça ? Ouais. Et t'avais déjà cette passion du digital ? C'est ça, Et tu l'as mis de côté parce que t'avais l'impression que peut-être que c'était pas encore un choix de carrière ? Ouais, c'est ça, pas un choix de carrière. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup la musique. Okay. L'italien, en fait, j'ai fait l'LCR italien, donc... Pour expliquer, grosso modo, c'était de la traduction, mais pas que. Il y avait aussi l'histoire d'Italie, etc., de la langue. Et après, à la fin de ma licence, je me suis dit, tout ce côté digital que je continue à pratiquer me plaît. C'est le moment que je me trompe pour changer de voie un petit peu. Je tente un master en digital. Ok, donc voilà. Pour toi, quand t'es partie dans le digital, tu te trompais de voie ? Non, c'est quand j'étais dans les langues, je me suis dit, peut-être que finalement, c'est pas ce qui me convient. Ok. Peut-être que le digital, voilà. C'est plus ce qui est... Ok. Voilà. Et donc, tu t'es dit, voilà, ça, c'est la bonne direction pour moi. Oui, je me suis dit, je tente, et puis si ça fonctionne pas, je retourne dans les langues. Enfin, voilà, c'est le moment... Comment l'a perçu ton entourage quand t'as commencé à partir là-dedans ? On va dire que mon entourage m'a laissé faire ce que je voulais faire. Ils m'ont un petit peu interrogée, mais t'es sûre, t'as toujours voulu faire des langues, etc. Il y avait un petit peu des interrogations, mais moi, je savais que je voulais tenter, donc il n'y a pas eu... beaucoup de critiques, mais c'était plus le côté un peu surpris que je change de voie, quoi. Mais est-ce que tu penses que les interrogations, elles venaient de la surprise que tu changes de voie, ou est-ce qu'elles venaient du fait qu'ils ne savaient pas encore bien où tu allais et qu'ils ne comprenaient pas trop c'est sûr que le métier du digital, les métiers dans le digital, c'est un petit peu nouveau, surtout les générations comme celle de mes parents, etc. Je pense qu'il y a le côté un peu inconnu qui fait que c'est peut-être pas trop rassurant, mais ils m'ont laissé faire, donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et du coup, toi, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de profils, du coup, comme le mien, qui se lancent dans le digital, principalement des femmes aussi. Est-ce que tu sais si certaines, par exemple, n'osent pas ou ont une appréhension par rapport au fait que ce soit, par exemple, le métier dans le digital ou le fait de se lancer aussi en tant que freelance, par exemple ? Oui, alors t'as de tout. T'en as qui veulent se lancer dans le digital et avoir des clients en côté freelance, mais t'en as aussi qui veulent travailler leur notoriété dans ce qu'elles font déjà et juste pouvoir être plus pointues, être plus reconnues en fait sur ce qu'elles font. Et donc, ils travaillent, voilà, c'est ça, leur notoriété, leur influence. Et donc, j'accompagne beaucoup de femmes qui se positionnent. Mais c'est vrai que tu as souvent cette appréhension du digital, genre, je vais devoir montrer mon visage ou je vais devoir... même, tu vois, si c'est sur LinkedIn, si c'est des articles, tu as souvent ce côté, je vais devoir affirmer mon opinion, je vais devoir affirmer ma manière de penser qui peut mettre mal à l'aise parce qu'on a toujours peur un peu de la critique. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est surtout aussi la présence sur le digital. Enfin, dans le digital, aujourd'hui, elle est hyper importante. Et je pense que même si c'est pas un métier dans le digital, on est obligé aujourd'hui d'être présent en ligne. Je pense qu'il peut y avoir aussi ce frein déjà de créer du contenu, je pense. Et puis de se lancer, il y a casser un peu les barrières parce qu'on parle des codes du digital qui font peur, mais aussi ce côté freelance aussi où les gens nous voient un peu comme des ovnis parfois. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas, dans tout ce qui est freelance, tu n'as pas forcément la protection du salariat. Ouais.
Et même, donc tu sais, il y a toujours le truc des retraites, toutes ces choses-là. Donc les gens s'inquiètent, mais après, tu peux avoir une activité qui est tout à fait rentable et qui te permet en fait de pouvoir créer toi-même ta protection et tout ça. Parce qu'en vrai, quand tu es salarié, tu es protégé, oui et non. Demain, ta boîte, elle coule, ben, tu es sans travail, peut-être avec des compétences obsolètes. Alors que quand tu crées ton activité, là, tu es obligé, et je pense que tu le sais, tu es obligé d'être toujours à la pointe. Oui, c'est sûr. Donc, il y a un travail d'actualisation toujours, c'est ça. Et surtout avec l'IA, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est obligé de s'informer des nouveautés, de se mettre à la page. C'est ça. Et toi, du coup, comment tu pourrais approcher les personnes qui n'osent pas ? Parce qu'il y a souvent des personnes qui veulent se lancer, mais qui ont ce côté... ce frein, en fait, de se dire, je reste dans mon cocon, ma sécurité, etc. Est-ce que tu as un conseil, par exemple, à donner à ces personnes ? Aux personnes qui voudraient se lancer sur les réseaux ? Non, pas sur les réseaux, même en freelance, tout court. Dépasser un petit peu ce côté... les croyances un peu qu'on a, les croyances un peu limitantes, se dire, je vais quitter ma zone de confort, etc. Alors, moi, je suis pas pour que tout le monde aille dans le côté freelance et tout. Tu vois, il y a des femmes qui sont faites pour ça, qui vont avoir les épaules pour surmonter les challenges et l'adversité. Et tu as des gens, clairement, ils sont pas prêts, ou peut-être pas encore prêts, peut-être qu'ils ne le sauront jamais, parce que ça te demande quand même d'avoir les nerfs solides, ça te demande de se remettre en question souvent, et ça te demande quand même d'avoir un mindset que tu vas développer, mais il faut que tu puisses le développer. Et si direct, tu as des personnes qui sont dans ce mode de victimisation, tu peux pas travailler avec eux. Donc, l'idée, c'est pour les personnes qui vraiment se sentent prêtes, tu vois, parce que je veux forcer personne, c'est ça, mais les personnes qui se sentent prêtes, c'est de se dire que à un moment donné, tu passes à l'action et tu vois ce qui se passe. Ouais. Tu vois, c'est juste de te dire, dans cette action, je vais développer certaines compétences. Et si ça marche pas, si on se moque de moi, tu vas apprendre là-dedans, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est pas vraiment des échecs, finalement, c'est des expériences qui te font avancer, ouais. C'est ça, et tu peux y aller petit à petit, en fait. Sur les réseaux, tu peux y aller au début, tu peux toujours être salarié. Tu vois, oui, c'est sûr, tu peux tout concilier, voir comment tu te sens, et même tu peux être sur les réseaux avec une activité salariée, juste en te positionnant comme on va dire leader d'opinion un petit peu. Dans n'importe quel job, tu as de la matière à apporter, tu as de la matière à réfléchir, que tu peux en parler et du coup montrer que tu as connaissance dans la matière. Tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, et pour toi, ce serait quoi le mindset à adopter pour quelqu'un qui, par exemple, va se lancer, justement Alors, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Donc, on dit... Je sais que c'est très cliché, tu vois, mais pour pouvoir vraiment réussir, peut-être tu as 10 échecs du succès, tu vois. Et il y en a plein qui arrêtent à 2, 3, 4, tu vois. Donc, c'est toujours te dire, moi, je vais continuer quoi qu'il arrive, mais pas continuer bêtement, genre en continuant à te prendre les portes. C'est comment est-ce que je vais continuer à chaque fois me remettant en question. Et pour se remettre en question, c'est ça qui pique au début. C'est ça qui va piquer les jambes, de se dire, OK, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Tu vois, pas de mal, pas bien, mais peut-être que j'ai fait un truc qui est soit plus la tendance, soit plus... tu vois, parce que sur les réseaux où le marché, tout évolue. Et des fois, on va faire des modes d'emploi qui étaient peut-être qui étaient la manière de faire il y a 3 ans. Oui, qui sont obsolètes. Qui sont obsolètes aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est à chaque fois de te dire, OK, où est-ce que j'ai merdé, pourquoi ça n'a pas marché, et tu te repositionnes. Et ça demande énormément d'avoir cette humilité, de te dire en fait je suis pas parfait, je vais apprendre. Et beaucoup de gens, tu sais, dans le travail, c'est un problème qu'il y a souvent, c'est beaucoup de gens veulent être parfaits, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Et c'est ce qui fait que tu as autant de managers toxiques, et ce qui fait que tu as autant de conflits au travail. Mais quand tu es seul face à toi-même, ça n'a pas marché, c'est de ta faute. Oui, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ça, c'est de ta faute. C'est sûr. Donc tu peux quand même dire c'est la faute de l'algorithme et la faute de... Oui, des fois il y a des choses qu'on maîtrise pas. Voilà. Mais au final... après c'est analyser, prendre ce qui fonctionne et le développer. À l'inverse, quand on voit que quelque chose fonctionne moins bien, essayer de modifier ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, au début, toi, tu te cherchais ou tu t'assumais déjà pleinement dans ce que tu faisais ? Alors, on va dire que je me cherchais quand même un petit peu. En fait, au début, je savais même pas trop si j'allais me lancer à mon compte. En fait, l'idée, elle a toujours... c'est toujours été dans un coin de ma tête pendant mes études, etc. Je pensais d'être à ton compte. Ouais, d'être à mon compte. Et ça me trottait un petit peu dans la tête, mais je me disais que j'allais déjà prendre de l'expérience en agence, etc., après mon alternance. Et au final, les rencontres ont fait que je me suis lancée à mon compte plus vite que ce que j'imaginais.
Et c'était pas... Mais la question, c'est parce que du coup, tu n'avais pas beaucoup de modèles autour de personnes Oui, non, qui faisaient j'avais ça. pas de modèle. Déjà, dans l'entrepreneuriat, j'avais personne autour de moi qui était à son compte. Ouais. Donc, déjà, pas de modèle. Puis, en tant que community manager, il y avait les personnes de ma promo, du coup, vu que j'ai fait mes études là-dedans. Mais tout, c'était en agence. Certains voulaient devenir freelance, etc. Il y avait les formateurs aussi. Donc, j'avais 2-3 petits retours, mais j'avais pas vraiment, dans mon entourage, des personnes... des modèles directs. Ouais, des modèles directs. Et même, tu avais peut-être pas aussi des modèles de personnes plus expérimentées, dans le sens où ça reste des métiers qui sont assez nouveaux. Oui, donc, tu vas pas avoir le vieux tonton qui va venir te voir. Écoute, je vais t'expliquer comment ça marche. non, pas du tout. Et puis, moi, là, pour le coup, j'accompagne des artistes. Donc, dans le milieu de la musique... j'avais personne, je connaissais vraiment personne avant de... Ok, parce que toi, tu voulais vraiment, tu savais déjà que tu voulais être sur les artistes ou pas forcément? En fait, quand j'ai commencé mes études, je me disais que dans le digital, j'aimerais beaucoup lier ma passion pour la musique que j'ai depuis petite, parce que j'ai fait 10 ans de flûte traversière, j'ai un papa qui est professeur de guitare, une maman qui est mélomane, j'ai toujours baigné dans la musique. Mais à ce moment-là, pendant mes études, j'avais personne là-dedans. Et en fait, c'est en rencontrant une amie qui est chanteuse, avec qui j'ai démarré. Est-ce que c'est une amie qu'on a en commun? Mais oui, il semblerait qu'on l'ait en commun et qu'elle ait fait ce podcast aussi. Elle s'appelle Noëm. D'accord, et donc du coup, ça a été ta première cliente? Ouais, c'est avec elle que j'ai commencé vraiment. C'est elle qui en fait, à la fin de mes études, qui est venue vers moi, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « J'ai fini mon alternance, je suis en train de chercher un CDI. » Donc, je passais d'entretien en entretien, de boîte en boîte, et je me reconnaissais nulle part. Et elle avait un projet à ce moment-là, un titre qui allait sortir. Elle m'a dit « Mais vas-y, viens, on essaye. » Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec elle. Donc, avant, j'y pensais déjà. Je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Mais finalement, elle est arrivée comme ça. Et, c'est les coïncidences de la vie. Ouais, c'est ça. Les coïncidences, les belles rencontres. On se connaissait déjà d'avant, mais on avait un petit peu perdu contact. Et puis, on a repris... Oui, c'est ça, parce que tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent « Oui, je me suis fait tout seul. » Ah non, moi, je me suis pas du tout fait toute seule. Non, mais en fait, la vérité, c'est que t'as très peu de personnes qui sont faites seules. T'as toujours des rencontres, t'as toujours des turning points, comme on dit, où il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est souvent au fil des rencontres qu'on on va se développer. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, toi, dans ton expérience, je sais qu'avant, tu étais corporate, du coup, tu faisais partie d'une entreprise. Est-ce que toi, tu avais des modèles? Est-ce qu'autour de toi, tu avais des personnes qui étaient, comment dire, qui t'ont poussé un petit peu à sortir de tout ça? Est-ce que tu étais déjà dans un mindset Alors, moi, j'ai été dans le corporate pendant assez longtemps, mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé d'entreprise. Et j'ai fait des grosses entreprises, mais tu sais, des fois, il y avait toujours ce côté où je me sentais pas forcément à ma place, où il y avait des jeux de pouvoir qui étaient pas pour moi, en fait, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'aime bien rester assez authentique et tout. Et je pense qu'à l'époque, j'avais pas cette force de caractère de pouvoir m'affirmer de manière authentique et saine, tu vois. Et donc, c'est là où j'ai rencontré... elle s'appelle Georgia, ça a été ma première coach en développement personnel. Et du coup, ça a été un changement dans ma vie parce que vraiment, j'ai commencé à voir la vie sous un autre angle, tu vois. Et à sortir un peu du mindset de victime, tu vois, à vraiment me rendre compte qu'en fait, j'avais du pouvoir et que je l'exploitais pas, que j'étais trop dans cette ouverture, tu vois, à vouloir plaire. Et donc, du coup, j'avais pas des barrières qu'il fallait, tu vois. Donc, j'étais forcément un petit peu influençable et tout ça. Et donc, du coup, quand j'ai démarré le coaching, je me suis dit, quand j'ai démarré à être coachée, du coup, parce que chaque bon coach a forcément un coach. Oui. Donc, quand j'ai démarré, en fait, à être coachée, je me suis dit, waouh, mais en fait, toute la vie, elle peut être différente. Et donc, mon monde a commencé à changer, à basculer. Et au fil des années, donc après, j'ai appris la méditation, j'étais certifiée en méditation, après, j'étais certifiée en coaching. Et je me suis dit, en fait, voilà, je veux faire ça parce que j'aime le contact. En fait, j'aime travailler beaucoup avec les femmes. Donc, j'aime le contact, de les faire avancer. Mais c'est vrai que j'aime travailler avec celles qui, déjà, veulent avancer. Tu vois. D'accord, tu veux pas chercher à provoquer un déclic chez quelqu'un. C'est des personnes, finalement, qui savent déjà qu'elles veulent changer un petit peu, sortir un peu peut-être de leur zone de confort. Qui se disent, en fait, aujourd'hui, j'en suis là de ma vie. Est-ce que c'est ce que j'avais envisagé pour moi ? Ou c'est un petit peu... où je suis un peu en dessous de ce que j'avais estimé pour moi, tu vois. Ouais. Mais je veux pas... parce qu'au début, j'avais ce côté du sauveur, genre, viens, je vais m'occuper de toi, tu vas voir, tout va aller mieux. Ouais, le côté un peu materner les gens, peut-être. C'est ça, c'est ça.
et trop donné en fait. Et donc du coup ce côté-là, maintenant j'attends de voir des gens un peu engagés, et si je vois qu'ils sont engagés, je dis ok, vas-y, on y va. Et forcément voilà, on va créer des déclics, on va pousser, tu vois. Ouais. Mais il y a ce côté où je sais qu'elle va aller et elle va avancer, tu vois. Oui, c'est pas toi qui pousse, c'est la personne qui a la volonté, et toi, t'es juste là comme support et à pousser derrière dans le sens... Alors, parce qu'en fait, si tu veux, souvent, on a la motivation, mais la motivation, c'est un short terme. Mais la motivation, elle va, elle vient. C'est ça. C'est et une moi, discipline, je vais créer la discipline. Je vais créer le fait que tu vas devoir me faire un compte-rendu. Parce qu'en fait, je pense que t'as déjà dû connaître ça, mais le côté où on va travailler beaucoup pour les autres et on va peut-être délaisser une partie de travail pour soi-même. C'est totalement moi. Pour comment est-ce que je vais encore développer davantage mon activité. Et en fait, on va plutôt aller travailler sur les autres. Et donc, du coup, on a, que ce soit pour le travail, mais on va toujours trouver d'autres choses à faire, tu vois, que se concentrer sur notre croissance, parce que ça va être un terrain inconnu. On va avancer dans un terrain inconnu qui peut nous faire peur, où notre cerveau, tu vois, comme il connaît pas, il va procrastiner. C'est une défense du cerveau. On sait que ça marche comme ça. Enfin, on sait. Nous, on sait, les gens ne savent peut-être pas, mais la procrastination, tu as la procrastination passive et active. D'accord. Donc la passive, c'est genre Netflix. D'accord. Et la active, c'est je vais travailler là-dessus. Ah bah tiens, il faut que je fasse le ménage. Ah bah tiens, si, tu vois. Et donc, tu vas te garder toujours très occupé, mais pas occupé des choses qui comptent pour toi. Et si t'as pas quelqu'un derrière à qui tu dois, en anglais, accountability, à qui tu dois rendre des comptes. Ouais. Qui va venir cadrer, qui va manager ta vie, en gros. C'est ça, qui va venir voir et te dire, bon, tu t'étais engagé sur ça, on en est où? À 10%, 20%? Tu vois? Donc, et que tu dois pas rendre des comptes. Bah, du coup, tu vas toujours avoir tendance à dire, oh, bah, j'ai le temps. Oui, il y a toujours plus important à faire. Il y a toujours un truc que tu dois faire pour un de tes clients qui passe en priorité sur, typiquement, c'est ce qui m'arrive. Il me faut une mélodie.